Et c'est parti pour Marché à thème, le dernier quart d'heure thématique de Smart Bourse. Nous allons évoquer ensemble l'avenir de l'industrie européenne dans le contexte actuel. L'avenir proche n'est pas si rose pour cette industrie, entre tensions énergétiques, pic d'inflation qui reste encore à atteindre et perspectives de récession. Mais pour certains, l'avenir à moyen terme pourrait être porteur d'opportunités pour l'industrie du continent européen, en lien notamment avec des mouvements de relocalisation sur le vieux continent. C'est en tout cas une conviction partagée par Raphaël Moreau, gérant chez Amiral Gestion. Bonjour Raphaël Moreau. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Bourse. Alors vous êtes assez confiant en ce qui concerne l'industrie européenne. Vous dites qu'après une pause cyclique, je vous cite, l'industrie européenne pourrait vivre une décennie en or. Alors expliquez-nous. Alors c'est vrai qu'on est... L'émission juste avant était le nez dans le guidon sur le cycle et la récession potentielle. L'idée, c'est de prendre un peu de perspective. D'accord. C'est vrai qu'on était parti en début d'année un peu très optimiste. Les ménages, les entreprises étaient très bien capitalisés. Ils avaient beaucoup été aidés pendant le Covid. On parlait de potentiellement des années folles. Bien sûr, il y avait cette idée d'épargne accumulée, de relance après 2 ans de confinement économique. Et là, on s'attendait effectivement à ce que la croissance reparte de plus belle. Voilà, donc là, c'est patatras. Alors, qu'est-ce qui se passe en fait finalement, si on essaye de simplifier, c'est que on a l'usine du monde, la Chine, qui est pas sortie du Covid. Bien sûr. Elle est toujours dans sa stratégie zéro Covid. Elle n'a toujours pas de vaccin efficace et elle n'a pas souhaité acheter les vaccins occidentaux pour le moment. Donc ça, en fait, finalement, on a une offre de biens qui est réduite, parce que c'est vraiment l'usine du monde. Et puis, par ailleurs, on a évidemment la guerre en Ukraine, avec le rationnement d'énergie qu'on a décidé nous-mêmes en fait de s'imposer, et puis potentiellement que les Russes pourraient nous imposer. Donc, et l'énergie, elle est aussi à base de tout. Donc finalement, on a moins de biens qui sont produits et en face une demande qui est très forte. Donc un cocktail explosif pour l'inflation, parce que les biens qui sont produits, finalement, c'est un système d'enchères. C'est celui qui paye le plus qui arrive à les obtenir. Et donc la volonté des autorités monétaires à court terme de calmer la demande. Parce qu'elle ne peut pas agir vraiment sur l'offre, en tout cas pas du tout à court terme, pour que cette demande s'aligne sur la quantité de biens disponibles. Alors, elle ne peut pas agir sur effectivement l'offre, pour autant les valeurs cycliques ont pâti de ces décisions en bourse. Oui, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé des valeurs de croissance qui ont perdu 30% ou plus, et qui effectivement ont bien sous-performé, mais les valeurs cycliques, avec toutes ces discussions autour d'une récession qu'on souhaite plus ou moins amené, en tout cas un fort ralentissement, ont bien souffert. Elles ont perdu grosso modo 18% contre 14% pour les grands indices. Donc c'est pas la Bérésina. Les valorisations sont pas non plus à l'os. Je suis pas en train de dire que... j'écoutais votre introduction, je ne suis pas en train de dire qu'il faut se précipiter pour acheter des valeurs cycliques. On est encore 20-30% au-dessus du point bas de mars 2020, pour donner une espèce d'indication. Ouais. Mais l'idée, c'est de réfléchir à long terme et de se dire, OK, qu'est-ce qui va se passer dans les 10 ans qui viennent ? Et c'est vrai qu'il y a plusieurs plaques tectoniques qui sont en train de bouger et qui pourraient pousser finalement à un contexte beaucoup plus favorable pour l'industrie européenne. Alors, expliquez-nous, des plaques tectoniques en lien quoi avec les 2 dernières années de Covid qu'on a vécues, ou au contraire des mouvements ou des changements un peu plus long terme qui viendraient créer une sorte d'alignement des planètes pour l'industrie européenne ? Je vois 3 éléments en fait. Le premier, effectivement, il est lié au Covid. Au fait que la souveraineté, de manière générale, est un peu plus en haut des priorités des gouvernements. C'est sûr que c'est quand même un argument politique qu'on a beaucoup entendu au plus fort de la crise Covid, qu'on entend moins maintenant, mais qu'on a beaucoup entendu au début en se disant qu'il faudrait effectivement relocaliser des productions de médicaments, par exemple, ou de masques, et ne pas être dépendant de partenaires à travers le monde. Je pense qu'on s'est aperçu que pendant certaines crises, même des choses... Même nos amis, nos alliés américains, sur le sujet des masques, c'était un peu la foire d'empoigne, en fait, pour obtenir le matériel. Donc ça, c'est quelque chose qui, je pense, va rester quand même... va marquer en fait les politiques. L'incertitude politique, même chez certains pays alliés. Ouais. Voilà, il y a évidemment la guerre actuelle, j'en parlerai pas, mais voilà, le fait de se faire couper le gaz, c'est quelque chose qui paraissait impensable aux Allemands, ils ne s'étaient pas préparés à ça, mais c'est quelque chose qui est envisageable. On parle de grandes guerres politiques entre la Chine, les États-Unis, Taïwan, etc. Donc c'est quelque chose qui semble aujourd'hui pas du tout absurde de vouloir rapatrier une partie de nos chaînes de production sur place. Donc le premier élément, c'est ce sujet de souveraineté, c'est un mouvement politique finalement qu'on pourrait voir en France, mais dans d'autres pays européens ou même oui, tout court. D'accord. Je pense partout.
Donc effectivement, il y a ce sujet politique. Il y a un autre sujet qui n'est pas politique du tout, c'est la démographie chinoise. D'accord. Ouais. Encore une fois, c'est l'usine du monde. La Chine, c'est 1 milliard de travailleurs qui travaillent évidemment pour les Chinois, mais aussi pour ses principaux clients, qui sont les États-Unis et l'Europe. Le nombre de travailleurs en Chine, 1 milliard, c'est plus que la population totale de l'Union européenne et des États-Unis, il faut se rendre compte. Oui, bien sûr. Et en fait, la population chinoise est en train de vieillir à vitesse accélérée du fait de la politique de l'enfant unique. La population en âge de travailler a commencé à baisser depuis 5 ans. Et en fait, c'est en train de s'accélérer. Et donc là, on va avoir quelque chose qui est assez mécanique, c'est qu'on va avoir moins de travailleurs. On parle quand même de centaines de millions de travailleurs qui vont sortir de l'appareil productif en fait au cours des 20 prochaines années. Donc c'est quelque chose qui est énorme. Et donc des salaires qui montent en Chine. Oui. Ils ont déjà beaucoup monté, mais voilà. Et tout simplement une capacité à produire des biens manufacturés qui va baisser dans l'usine du monde. Et donc ça va se redéplacer. Alors, soit vers d'autres zones, soit vers... Parce que ça veut dire que, pour bien comprendre, avant de donner le troisième élément, ça veut dire qu'on irait à l'inverse d'un mouvement qu'on a connu dans les années 80, de mondialisation, où au contraire on délocalisait, et pour rester compétitif, si je puis dire, en tant qu'entreprise sur le sol français, il fallait délocaliser une partie de son appareil industriel. Ben oui, ça faisait la une des journaux télévisés il y a 10 ans, 20 ans, les plans sociaux, les délocalisations, on n'en parle presque plus, remarqué, et ça coûtait très cher, bien sûr, humainement, mais ça coûtait très cher aux entreprises aussi, parce que c'est quelque chose qui est très coûteux de faire un plan social. Là, c'est en train de s'inverser, et aujourd'hui, on ne va plus en Chine pour aller chercher des coûts faibles. Alors, il y a encore un outil industriel phénoménal, un tissu industriel imbattable à ce stade, donc il y a quand même des avantages compétitifs, mais les salaires, nous, par exemple, on a une société... On connaît très bien Lectra qui fait des machines de découpe de tissus. Ils viennent d'acheter, donc c'est le numéro 1 mondial, ils viennent d'acheter le numéro 2, une société américaine qui avait une usine en Chine. Ils sont surpris que les coûts de production en Chine sont supérieurs aux coûts de production depuis leur usine de Bordeaux. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont allouer l'usine chinoise au marché chinois, et puis l'usine de Bordeaux sera celle qui exportera en fait dans le reste du monde. Donc c'est quand même assez phénoménal. Et alors ça, pour bien comprendre, c'est en lien du coup avec l'évolution démographique chinoise, non pas que. L'enrichissement chinois, le fait que tout simplement il y a une main d'œuvre qui est plus rare en Chine et qui voilà, donc c'est un enrichissement. Il y a une convergence finalement des modes de vie, mais en tout cas le fait qu'on ait des centaines de millions de travailleurs qui vont disparaître du dispositif, ça peut pas être neutre sur l'industrie mondiale en fait. Donc 2 arguments pour l'industrie européenne à moyen ou long terme, on est d'accord, on ne parle pas de quelques mois, ni même peut-être de quelques années. Merci. Oui. Souveraineté, un sujet démographie chinoise, et le troisième argument du coup c'est le climat, et là ça concerne vraiment plus l'Europe, parce que les 2 autres arguments concernent aussi les États-Unis par exemple. Bien sûr. Mais l'Europe est en avance sur le sujet climatique, et notamment via les droits d'émission carbone qui existent depuis pas mal d'années maintenant, qui coûtent cher aux entreprises, et qui ne sont pas forcément, du coup, avantagés aujourd'hui. Ils sont même pénalisés par rapport à des importations. On parle pudiquement de fuite de carbone. Bon, en gros, c'est qu'on va importer de Turquie ou d'Asie plutôt que produire sur le sol européen parce que ça coûte moins cher et il n'y a pas de droit carbone. Donc là, on est en train de voter une taxe carbone. D'ailleurs, il y a une décision aujourd'hui qui doit être prise. Mais l'idée, c'est de faire en sorte que ce dumping environnemental disparaisse et que les conditions environnementales soient alignées en fait entre importation et production locale. Donc ça aussi. On disait the world is flat, donc la Terre est plate. Bon, dans un monde où il y a des montagnes qui sont en train de se reconstituer, bien sûr, ouais. pour des producteurs qui sont derrière la montagne, ils sont protégés en fait contre ces importations. Et on commence à le voir en fait sur certaines industries. Donc 3 arguments en fait qui militent pour un retour de l'outil industriel sur le sol français, sur le sol européen. Comment est-ce que vous voyez les choses, notamment pour une entreprise française par exemple ? Oui, alors ça va dépendre effectivement. Il y a des choses qui seront rapatriées en Europe de l'Est. Il y a peut-être des choses qui seront faites en Inde, voire en Afrique. Bon, tout dépend en fait du contenu et de valeur ajoutée. Mais c'est sûr qu'il va y avoir du rapatriement. Il y a encore en Allemagne, en Italie, il y a encore des industries qui ont bien baissé aussi depuis les années 80, mais qui en fait sont encore en tissu industriel encore fort. Donc c'est pas qu'une question de main d'œuvre. Voilà. Et en fait, les 2 dernières années, ça a été assez intéressant parce que ça donne peut-être fenêtre sur ce qu'on pourrait voir plus tard avec les pénuries, enfin les problèmes de chaîne d'approvisionnement. Oui. Cette concurrence,
elle s'est anesthésiée en fait. La concurrence du concurrent chinois, elle a un petit peu disparu. Et il y a plein de sociétés, alors que ce soit des Arcelor, des Aperam, pour citer des sociétés françaises, ils n'ont jamais gagné autant d'argent que l'année dernière. Alors qu'on n'était pas non plus dans un boom économique incroyable. Donc même plus qu'en 2007. Où là, on était sur 5% de croissance du PIB mondial. Et puis une autre société, par exemple, je pense à Bekaert, qui est un exemple que j'aime bien, une société belge, qui est une société qui fait de la transformation de fils d'acier, de l'acier en fil d'acier, notamment pour le marché du pneumatique. Leur concurrent principal, c'est un concurrent chinois qui a une usine proche de Shanghai. Ça fait des années qu'ils étaient en galère parce qu'il y avait un outil de production très efficace en face. Là, depuis 2 ans, ils n'ont jamais gagné autant d'argent. Pourquoi ? Parce qu'ils ont 70 usines dans le monde qui ont été capables de répondre en fait, aux demandes de leurs clients. Donc, c'est des espèces d'anecdotes comme ça qui sont quand même assez nombreuses, qui remontent du terrain et qui peuvent donner une espèce de guidance pour l'avenir. Et on finira là-dessus. Merci beaucoup Raphaël Moreau, gérant chez Amiral Gestion, d'être venu nous évoquer votre vision de l'avenir pour l'industrie européenne. Merci beaucoup. Merci à vous également de nous avoir suivis donc en direct sur Bismart, et je vous donne rendez-vous demain à 12h30 pour un nouvel épisode de Smart Bourse, toujours évidemment en direct sur Bismart.